Bonjour à tous et merci pour votre participation à ce deuxième webinaire sur la thématique fertilité et cancer. Merci beaucoup Frédéric pour nous avoir invités, pour avoir organisé avec le réseau Néon et tous les participants du réseau Néon ce webinaire. Ce deuxième webinaire, comme vous avez dit, la semaine dernière, nous avons déjà abordé la question des indications dans le cancer du sein triple négatif. Et aujourd'hui, nous allons parler avec Isabelle Kochinski en premier de la stratégie de la préservation de la fertilité, donc un versant plus biologique. Isabelle, que je vois là à côté de moi, qui est maître de conférence MCU en biologie de la reproduction. Et puis, nous allons continuer par un cas clinique et enfin, comme vous l'a dit Frédéric, une petite session sur la psychologie par Eliane Marx, qui est très impliquée en ayant travaillé plusieurs années à l'ICANS, surtout au Centre de cancérologie de Strasbourg. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Isabelle. Merci à vous pour me donner cette opportunité de vous parler de stratégie de préservation de la fertilité dans le cadre du cancer du sein triple négatif. Alors, nous verrons que ça s'intègre quand même beaucoup dans l'ensemble de notre activité de préservation de fertilité en général. Il n'y a pas tant de points spécifiques, mais quelques-uns quand même. Alors, pour commencer, peut-être un point spécifique, c'est cette réputation de cancer de mauvais pronostic qui fait qu'au départ, quand nous recevons les patientes en consultation, elles nous sont adressées par l'oncologue, souvent elles ont un peu la tête ailleurs parce qu'elles sont affolées par le diagnostic. Elles ont compris que le pronostic n'est pas le meilleur et donc les questions de préservation de fertilité sont peut-être un peu mises au second plan. Mais elles vont très vite revenir, ces questions de fertilité, dès que la patiente est dans son schéma thérapeutique, elle a engagé toutes ces cures de chimiothérapie. Et puis, à la fin des traitements, la littérature nous rapporte que pour ces patientes qui sont jeunes, c'est souvent une question vraiment de première importance. Alors, quels sont les arguments en faveur d'une préservation de fertilité chez ces patients? Eh bien, d'abord, leur jeune âge. Ensuite, le caractère agressif de la tumeur eh bien, va être associé à des traitements potentiellement gonadotoxiques, un peu plus gonadotoxiques. Et puis, le délai qui sera imposé après le traitement, avant d'autoriser de mettre en route une grossesse. Dans la littérature, j'ai retrouvé qu'a priori, tout le monde s'accorde pour attendre au moins 3 ans. On n'a pas les mêmes arguments que dans les cancers qui sont hormonodépendants, que là, on impose souvent un traitement anti-œstrogénique pendant de temps en temps même 5 ans, voire plus. Et là, on pourrait se dire, eh bien, comme il n'y a pas de ces récepteurs hormonaux, on pourrait se dispenser d'attendre. Mais en fait, l'apparition des complications, des rechutes notamment, se faisant en général dans les 2-3 premières années, eh bien, il est fortement recommandé de ne pas mettre en route une grossesse avant ces fameux 3 ans. Les arguments qui vont compliquer, alors là j'ai un truc qui masque un petit peu l'écran, si je fais ça. Voilà. Les arguments qui vont compliquer la prise en charge sont liés à l'agressivité de la tumeur et c'est notamment le délai très court de prise en charge oncologique et qui fait qu'on a du mal à se retourner dans les services d'AMP pour faire une préservation de fertilité. Le risque de récidive plus important est également de temps en temps un élément pas en faveur, dirons-nous, de faire une prise en charge. Et puis, il y a le point un peu délicat des patientes qui sont triple négatives et qui ont une mutation du gène BRCA, d'un gène BRCA 1 ou 2,
pour lesquels nous verrons que il a été mis en évidence non pas une altération prématurée systématiquement chez ces patientes de leur réserve ovarienne. Elles ne font pas d'insuffisance ovarienne prématurée systématiquement, spontanément, mais lorsqu'elles ont un traitement gonadotoxique, eh bien, il est probable que ce traitement entraîne plus de dégâts que chez une autre patiente. C'est au moins cette tendance qui est qui est exposée dans la littérature. Alors après vous avoir exposé ces arguments pour et les arguments pas contre, mais disons qui apportent des difficultés à réaliser cette PDF, voyons un peu ce que on peut. Alors pourquoi ça ne passe pas? Quels peuvent être les caractères, est-ce que le caractère triple négatif des cancers du sein serait associé à un rendement particulier moins bon de la stimulation de l'ovulation? Eh bien, la littérature est assez pauvre, mais quand même, on retrouve quelques articles qui relatent, en fait, parmi tous les différents profils récepteurs hormonaux, les triples négatifs auraient, le caractère triple négatif aurait un effet négatif sur l'issue de préservation de fertilité, c'est-à-dire qu'en moyenne, les patientes, vous voyez ici dans ma colonne, alors, le pointeur, dans la colonne œstrogène récepteur négatif, vous voyez qu'en moyenne, on récupère 7 ovocytes après une stimulation de l'ovulation, alors que dans le cas des patientes qui ont une tumeur avec récepteur aux oestrogènes positif, on en récupère 9. Donc au final, on a quand même une sensible baisse de rendement. D'autres articles se concentrent plus, se focalisent plus sur les performances à répondre à une stimulation dans le cas de mutation du gène BRCA. Et là encore, on se rend compte qu'il y a un potentiel réduit, démasqué par en fait soit la nécessité de répondre beaucoup à une stimulation de l'ovulation et ce qui correspond à ce qui était également exposé, une plus importante sensibilité à la reprotoxicité des traitements. Voilà, et donc, alors évidemment, ça correspond à un petit nombre de patientes et de plus grandes séries doivent valider ces affirmations, mais bon, globalement, nos patientes qui ont un cancer triple négatif, potentiellement BRCA, muté, eh bien, n'ont pas un pronostic de bonne réponse particulièrement important. Alors, quelles sont les techniques disponibles? Eh bien, ce sont les mêmes que pour les autres patientes, à savoir la vitrification ovocytaire, la vitrification embryonnaire lorsqu'elles sont en couple et qu'elles ont un projet parental déjà en cours, la cryoconservation de tissus ovariens avec une réserve toujours liée au risque de réintroduction de cellules cancéreuses, et puis le cas particulier de la mutation BRCA. Vous savez qu'à l'heure actuelle, le diagnostic préimplantatoire pour ces patientes qui sont mutées pour BRCA n'est pas autorisé en France. On ne considère pas qu'une mutation BRCA soit entraîne un risque de maladie particulièrement grave au point d'autoriser un diagnostic préimplantatoire. Donc la question qui nous préoccupe tous, c'est lorsque notre patiente vient nous rencontrer et qu'elle a très peu de temps devant elle pour faire une stimulation de l'ovulation, et lorsqu'elle a encore sa tumeur en place et qu'elle va commencer rapidement la chimiothérapie, est-ce qu'on peut stimuler avec une tumeur en place? La précaution qui est le plus souvent appliquée en France, c'est de ne pas
stimuler avec la tumeur en place, je dirais, quel que soit le statut récepteur de la tumeur. Maintenant, des études ont eu le courage et la très bonne idée de tester est-ce que, en fait, lorsqu'on stimule une patiente avec la tumeur en place, on est délétère. Alors, Madame Miraillet, Sophie Miraillet nous en a parlé la semaine dernière. Dans le protocole présage, certaines patientes étaient stimulées avec la tumeur en place et il ne semblait pas y avoir d'effet délétère. Si on regarde ce qu'il y a dans la littérature, il y a très peu de choses. Il y a beaucoup d'écrits, mais de réelles études randomisées, prospectives, je n'en ai trouvé qu'une, qui est celle de Le Tourneau, publiée en 2020, et qui rapporte que à 43 mois après la consultation de préservation de fertilité, donc vous voyez, on est à pas tout à fait 2 ans après la stimulation pour préservation de fertilité, il ne semble pas y avoir de différence de survie, d'incidence, de rechute chez les patients. Bon, on sait que, comme je vous l'ai dit au démarrage, les rechutes, là, principalement, surviennent dans les 3 ans. Donc, on n'est pas encore à, enfin, si 48 mois, on est à 4 ans. On est presque à 4 ans, excusez-moi. C'est 36 mois, c'est 3 ans. Donc, on est à plus de 3 ans. On est quasiment à 4 ans. Donc, on se dirait rassurant sur ce point de pouvoir stimuler les patients. La stratégie de maturer des ovocytes sans faire de stimulation de l'ovulation, c'est-à-dire ponctionner des ovocytes immatures, est une stratégie qui permettrait de contourner ce risque de la stimulation. Mais à l'heure actuelle, dans la littérature, et je crois dans l'expérience des gens qui pratiquent cela en France, en fait, en dehors de l'OPK, les résultats sont très médiocres. On ne peut pas considérer que ça soit une vraie tactique de préserver la fertilité résumée à elle que la cryoconservation de tissus ovariens, elle, comme on l'a toujours annoncé, bien conserve en elle ce risque de réintroduire des cellules cancéreuses lorsque les fragments sont réutilisés par autogreffe. Alors on attend depuis déjà fort longtemps la possibilité de maturation in vitro de follicules primordiaux. Et bien là, une publication toute récente de Madame Taillefer est rassurante, elle est vraiment très rassurante, c'est en début d'année, sur la possibilité prochaine de pouvoir maturer des ovocytes. Et alors, on retrouve une autre publication, aussi toute récente, de 2020, de Anastasia Kirillova, qui nous annonce avoir réussi à cryoconserver des blastocystes obtenus après maturation in vitro de tissus ovariens. Voilà, donc c'est un case report et il s'agit de généraliser cela. C'est bien de faire les choses une fois. Maintenant, je pense que dans les années à venir, vraiment, cette tactique va pouvoir offrir de nouveaux espoirs à nos patientes pour lesquelles on est un peu à court de propositions. Alors, le timing, la préservation gamétique, évidemment, le timing idéal, c'est de faire les choses avant le démarrage des traitements gonadotoxiques. Mais de temps en temps, on est à court et puis congeler 5-6 ovocytes, ça n'est pas effectuer une très bon compte épargne, dirons-nous. Et ne jamais oublier qu'on peut encore faire des choses une fois les cures de chimiothérapie terminées, ou au moins dans une fenêtre. Ce n'est pas la peine de tenter de faire une stimulation en même temps qu'une cure de chimiothérapie, puisqu'on obtiendra une très très mauvaise, voire pas de réponse du tout à la stimulation.
Donc, cette possibilité de rattrapage partiel à la fin des traitements doit être bien expliquée aux patients. Il est important de les suivre. Celles qui ont eu une préservation pour éventuellement faire un complément et celles qui n'ont pas eu le temps d'en faire du tout pour faire ce rattrapage. La cryobiologie arrête le temps. Évidemment, si on utilise cette cryobiologie 1 an après la fin des traitements, elle va limiter l'atrésie qui est accélérée par les traitements de gonadotoxicité, mais elle ne va pas remonter le temps. Cela dit, elle peut, je pense, souvent permettre d'attendre les délais des 3 ans. Et n'oublions pas que nous avons affaire à des patients qui sont jeunes, et ça, c'est leur atout principal, et que cela peut suffire donc pour leur permettre de démarrer une grossesse ensuite. En conclusion, je reprends un extrait des recommandations INCa en cofertilité, qui n'est pas spécifique des cancers du sein triple négatif, hein, c'est recommandations de début d'année, nous donne quelques pistes de stratégie de prise en charge. Par principe de précaution, la vitrification n'est pas indiquée si la patiente est en cours de chimiothérapie. Afin d'éviter de cryoconserver des ovocytes matures porteurs de mutations de l'ADN chimio-induite, certes, et en plus, ça fonctionne très bien. Deuxième recommandation, c'est la recommandation numéro 6, c'est que l'obtention d'ovocytes cryoconservés ne dispense pas d'une réflexion sur l'intérêt d'associer une autre technique complémentaire, par exemple une cryoconservation de tissus. Un second temps de préservation de fertilité par cryoconservation peut être discuté en cas d'intensification. De même, une cryoconservation complémentaire pourra être discutée à distance des traitements. Cette réflexion intègre le nombre d'ovocytes déjà cryoconservés, l'âge de la patiente, le type de traitement envisagé et l'intensification thérapeutique. Voilà, donc je conclus sur l'importance du cas par cas en multidisciplinarité initiale et dans le cadre du suivi de la prise en charge. Et n'oublions pas de la possibilité de combiner toutes les techniques pour qu'en cumul, on puisse avoir de bonnes chances, on puisse offrir à ces patientes de bonnes chances de conserver des gamètes ou du tissu pour initier une grossesse le temps voulu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle pour ton topo très bien fait. Et puis en plus, on a pu tenir les temps. C'est quand même merveilleux là qu'on ait fait tout ça. Moi, j'avais une petite question pour toi qui est un peu hors sujet, mais qui nous est souvent posée. Qu'en est-il de la préservation de fertilité chez les patients qui ont une mutation BRCA1, BRCA2 avant leur cancer? En fait, qui sont connus pour avoir une mutation et qui viennent maintenant nous voir pour préserver leur fertilité en éventualité du cancer futur. Oui, c'est une très très bonne question et je pense qu'il faudrait vraiment, mon avis à moi, c'est que ces personnes-là devraient avoir une préservation de fertilité de principe. Un peu comme un patient qui a des microcalcifications dans les testicules. S'il vient en disant, écoutez, j'ai des microcalcifications dans les testicules et j'aimerais bien pouvoir congeler les spermatozoïdes, je pense que pas beaucoup de collègues lui diront, ah bon, mais quelle idée, monsieur. Eh bien, chez la dame, je dirais que j'aurais la même attitude. Alors, à l'heure actuelle, avec la révision de la loi de bioéthique et cette possibilité de congeler pour des raisons sociétales, je trouve que là, on se trouve dans un borderline médical qui pourrait tout à fait maintenant être rattrapé par le sociétal. Maintenant, je trouverais quand même assez hard qu'une jeune femme avant 32 ans doive payer sa congélation d'ovocytes parce que pas encore malade. Je pense qu'il faudrait arriver à ce qu'on dégage dans les sociétés savantes des guidelines pour que cette cryoconservation d'ovocytes chez les patients qui ont une mutation
soient prises en charge par la Sécu. Mais Euh, moi, mon avis, c'est que toujours mieux de congeler des ovocytes d'une jeune dame fertile encore que de le faire à l'arrache au moment où elle a son cancer et où sa fertilité a potentiellement déjà diminué, mais qu'on ne l'a pas encore vu. Parce que ce qui est très probable, c'est que ces histoires de mutation, bon, les gènes font partie de toute la machinerie des télomères. Et donc, les télomères, c'est comme le foie. Il faut qu'il y en ait un très gros bout qui soit abîmé pour qu'on s'aperçoive qu'il y a un problème. Mais quand il y a un problème, c'est déjà tard. Donc, autant faire les choses de façon précoce. Et notamment quand on a dans les cas familiaux qu'on pourrait détecter, pourrait aussi bénéficier d'un bilan de fertilité et éventuellement, au moindre doute, une cryoconservation. Si effectivement, c'est un petit peu mon point de vue aussi, et à Strasbourg, effectivement, avec Madame Mogard, on en a pas mal discuté sur ce sujet-là, en se disant qu'il y avait aussi une baisse de la fertilité liée à BRCA1, BRCA2, hein, qui est un petit peu documentée, très légère, mais ça semble quand même être réel. Et puis surtout, le risque de cancer qui n'est pas négligeable avant 40 ans. Donc finalement, autant les avoir avant, les ovocytes de côté. Quel serait ton point de vue sur le risque de cancer et le risque de cancer et le risque d'être beaucoup plus sensible à la reprotoxicité. C'est ça, c'est ça. Et quelle serait, à ton avis, la période, l'âge à laquelle il faudrait le faire? Oh ben, moi, je pense le plus tôt possible, enfin le plus tôt possible sans que ça perturbe trop la patiente, mais je dirais à partir de 25 ans, ça serait une très bonne idée. Okay. Mais j'aurais quelqu'un qui viendrait à 22 ans, 23 ans en me disant que enfin, moi, personnellement, je prendrais le plus tôt possible. On sait bien que plus tôt, c'est mieux. À partir du moment où on est d'accord sur le principe, on ne discute pas d'âge. C'est plutôt dans la borne supérieure qui est embêtante parce qu'on va avoir peu d'ovocytes, un mauvais rendement et une mauvaise qualité. Oui. Aux éventuels gynécologues qui sont tous là, avec les données de présage et de l'étude de Le Tourneau rassurantes, seriez-vous prêt à stimuler tumeur en place une patiente qui a un cancer du sein triple neg? Tu serais prêt, Olivier? Oui, alors effectivement, oui, nous on le fait à Strasbourg, tu sais, la stimulation sur des triples négatifs avec tumeur en place, parce que c'est malheureusement la règle d'avoir la tumeur, la chimio néoadjuvante hein, dans cette situation. D'accord. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Bonjour. J'avais juste une question. Moi, je fais de la cancérologie aussi à l'Institut de cancérologie à Nancy. J'avais une question par rapport aux patientes mutées BRCA. Donc, on a des patientes indemnes de cancer qu'on suit au long cours dès le plus jeune âge pour certaines. Par rapport à la question de préservation de fertilité, on peut vous les adresser. On n'aborde pas trop le sujet chez les plus jeunes, mais on peut déjà vous les adresser ou enfin, comment est-ce qu'on peut organiser les choses par rapport à ça chez les patientes indemnes? Comment est-ce qu'on peut amener le sujet? Alors effectivement, c'est je un vais peu répondre. compliqué parce que ouais. Pardon, je réponds. En fait, ça dépend, je pense, des centres. Je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez de l'équipe d'ALP de Nancy pour être sur la même longueur d'onde, hein, bien sûr, qu'il y ait un accord, que les patientes n'aient pas l'impression, enfin, qu'elles soient voilà, que vous ayez un accord en amont. C'est une question que j'avais déjà discutée avec Madame Paul Luporsi, si, Madame Luporsi, je crois, Elisabeth, à Metz, et de cette anticipation ou pas de préserver la fertilité chez ces patients. Personnellement, j'y serais très favorable. Mais, et donc à Strasbourg aussi, voilà, je pense qu'il y a là un petit groupe de travail à faire pour harmoniser les pratiques sur le territoire du Grand Est.
Et c'est vrai que ces patientes, elles ont. Alors après, il faut peut-être encadrer ça également avec une prise en charge psychologique, parce qu'on va rajouter encore une couche, quoi. Non seulement elles avaient un risque de cancer du sein, mais là on est en train de leur dire qu'en plus elles ont un risque d'infertilité. Donc, il faut peut-être arriver à avoir un circuit Ça fait peut-être pour ces beaucoup de choses. patientes, une prise en charge disciplinaire. Alors, d'autant plus qu'effectivement, se pose la question, comme l'a dit Isabelle, du DPI, qui a toujours été pour le moment inaccessible en France, hein. Il n'y a, à ma connaissance, pas eu de cas de BRCA qui ont été faits en diagnostic préimplantatoire. Et si on continue, effectivement, si on va faire du stock ovocytaire, ça sera la question suivante de ces patientes. Est-ce que je peux les faire tester pour savoir si je transmets la maladie ou pas? Donc, ça compliquera très certainement l'idée de préserver la fertilité chez ces patientes. Merci à vous. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va pouvoir passer à votre présentation, Monsieur Pirello. Donc, Eh bien, allons-y. Je laisse Lola. Alors, c'est Lola Girard qui est interne dans le service qui va vous faire la présentation. Ok, bonjour à tous. Du coup, oui, je suis Lola Girard, une des internes. Je vais présenter un cas clinique de préservation de la fertilité chez une patiente donc, de 30 ans qui avait été traitée et préservée au service en 2016. Donc, c'est une patiente qui a dans les antécédents pas grand-chose, à part donc, une luxation congénitale de hanche pour laquelle elle avait bénéficié de prothèses bilatérales. Et un cancer donc, qui a été découvert en 2016. Elle était à l'époque avec une contraception en cours paradépale et c'est une patiente qui avait déjà eu une grossesse et un enfant avec une naissance par césarienne. Au niveau familial, j'ai pas retrouvé dans le dossier ni à l'interrogatoire, j'ai rappelé la patiente de facteurs de risque de cancer, notamment pas de cancer du sein dans la famille chez cette patiente. Donc, il avait été diagnostiqué à l'époque un carcinome canalaire infiltrant de grade 2 au niveau du cadran supéro-externe du sein gauche, avec des récepteurs hormonaux qui étaient positifs. Elle avait déjà bénéficié, donc avant la préservation, d'une tumorectomie gauche avec curage axillaire. Et donc, il était prévu une chimiothérapie adjuvante avec le protocole FEC. Donc, au niveau de la préservation ovocytaire, on lui avait proposé donc une vitrification ovocytaire. C'est une dame qui avait un bilan de fertilité qui était bien, une AMH qui était correcte. À 30 ans, je crois que de souvenir, elle était dans les 2,5. Donc, on lui avait fait une stimulation sous Gonalef 300. Une stimulation qui avait permis de recueillir, de préserver 17 ovocytes, donc ce qui est vraiment bien pour la patiente. Donc sur ces 17 ovocytes, il y en avait 15 qui étaient matures, une vésicule germinale, un ovocyte atrétique, et donc au final, c'est 15 ovocytes méta 2 qui ont été vitrifiés. Donc, j'ai rappelé la patiente pour avoir de ses nouvelles, savoir si entre-temps elle avait eu une grossesse ou pas. Et en fait, donc c'est une dame qui est sous tamoxifène actuellement, qui est toujours donc suivie. Il n'y a pas eu de soucis dans le suivi, pas eu de récidive précoce ou autre. Donc, elle me disait que pour l'instant, elle n'a pas de désir de grossesse, mais surtout parce qu'elle prend encore l'hormonothérapie et que donc elle préfère terminer les 5 ans d'hormonothérapie et l'envisager seulement après. Voilà. Oui, je disais dans la littérature, je retrouvais que le tamoxifène n'était pas systématiquement proposé aux patientes qui avaient un cancer du sein triple négatif. Qu'en est-il en France? Alors effectivement, on donne pas je crois pas qu'on donne de tamoxifène pour le triple négatif toujours, hein. Pas à Strasbourg. Non, c'était des récepteurs hormonopositifs. Elle était récepteur hormonopositif, cette patiente. C'était pas un triple négatif, je suis désolé. Ah, d'accord. Parce que je me disais, tiens, il y a un truc là. Ok. Donc le cas clinique numéro 2, c'est une patiente de 35 ans. Hop. Donc nulligeste, nullipare, qui vivait en couple en juillet 2019. Je l'ai vue en juillet 2019, cette femme, avec un carcinome canalaire infiltrant de 4 cm du sein gauche.
Elle avait des récepteurs aux oestrogènes à 2 croix, un récepteur à la progestérone 3 croix, un Ki67 à 30% et un récepteur HR2 négatif. Le compte folliculaire était bon et il n'y avait pas d'AMH. Et dans les antécédents, on retrouvait un simple contexte de cancer du sein chez la grand-mère. Cette patiente étant nulligeste nullipare a souhaité faire une vitrification ovocytaire, puisque c'est ce qu'on lui a proposé, même tumeur en place. Il était prévu donc une chimiothérapie néoadjuvante par un protocole EC, simplement. Donc cette patiente a eu cette stimulation-là. Elle est montée. Alors comme elle était sous récepteur hormonopositif et tumeur en place, on avait mis du létrozole pour la stimulation. Et vous voyez, les œstrogènes sont restés très bas. Elle est montée à 164 d'œstradiol, AS8, avec on avait 1, 2, 3, 4, 5 follicules. On a eu 13 ovocytes avec cette stimulation-là. Donc clairement, les œstrogènes, le tamoxifène a une tendance à faire baisser le taux d'œstrogène, et pas le tamoxifène, excusez-moi, le létrozole, et perturbe clairement le monitorage de la stimulation. Mais le résultat a été plutôt satisfaisant. On était très content d'avoir ces 13 ovocytes. J'ai revu cette patiente avant-hier, et c'est pour cela que je choisis de vous la présenter. Parce que cette patiente, quand je l'ai revue, elle était en récidive. C'est une patiente, 6 mois plus tard, j'ai eu le résultat de la génétique qui est BRCA1, et pour lequel, 6 mois plus tard, maintenant le 19 octobre donc 2021, elle présente des métastases osseuses et hépatiques multiples. Elle est sous Talzena, avec donc une chimio ciblée qui a débuté il y a 15 jours, et toujours sous décapeptyle, qui est maintenue depuis le début. Son oncologue me l'a adressé pour savoir quelles étaient les possibilités de réutilisation de ces ovocytes chez cette patiente qui souhaite toujours un enfant. Voilà, je vous soumets la question, et puis j'espère que ça va ouvrir la discussion. C'est étonnant qu'elle est dans un moment où elle va mal et qu'elle souhaite toujours un enfant. Mais c'est la réalité, c'est souvent. C'est malheureusement. Alors elle se sent bien, cette dame. Hein. Elle me dit qu'elle se sent. Elle se sent bien, et l'oncologue me l'a adressé en disant allez voir le docteur Pirello, lui il connaît toutes les possibilités qui existent. Oui, bonjour. Je voulais te demander, Olivier, si tu cautionnais cette prise au long cours de décapeptyle pour soi-disant protéger les ovaires. Alors, les oncologues le mettent pas. Excusez-moi, les oncologues le mettent pas pour protéger les ovaires, en fait, hein, au long cours. Ils le mettent, à ma connaissance, je vais laisser les oncologues parler, mais plutôt pour le cancer, en fait, pour éviter les récidives. Donc, effectivement, moi, je cautionne pas le décapeptyle au long cours pour préserver la fertilité. Dans le cancer du sein, effectivement, c'est un traitement, on va dire, adjuvant connu pour à la fois le cancer et peut-être le temps de la chimiothérapie. Voilà. En tout cas, il a le bénéfice surtout d'éviter les récidives. Il aurait. C'est pas le cas chez cette dame. Hein. Donc voilà, vous imaginez peut-être l'entretien que j'ai eu avec cette dame, avec son mari. Oui, bonjour Olivier. J'avais deux questions. J'avais deux questions. La première, c'était sur le létrozole. Est-ce que vous avez l'habitude de le faire, vous le faites en systématique ou pas du coup? Alors, on le fait lorsque c'était en chimiothérapie tumeur en place, donc néoadjuvant, avec récepteur hormonopositif. Ça, je l'ai bien. Donc, on l'a fait hors AMM, ici, en faisant signer un consentement aux patientes, depuis que Présage a été retoqué, en fait. Le Présage 2 a été retoqué. On a présenté la semaine dernière.
sachant que la littérature internationale est quand même assez riche sur le létrozole et qu'il y avait l'équipe de Michael, il y avait l'équipe de Nantes aussi qui a fait du létrozole, il y a eu pas mal d'équipes qui ont fait du létrozole, donc on s'y est mis. Et je voulais vous montrer un cas, voilà, tout simplement, ce que ça donne. À Nantes, je crois, ils ont utilisé du tamoxifène. C'est pas le bon cas pour la récidive d'ailleurs. Hein. Oui. Non, mais il me semble qu'à Nantes, Sophie nous avait dit que pour ne pas utiliser le létrozole, alors peut-être dans un premier temps, ils avaient utilisé elle a fait les deux en fait. Elle a fait le premier temps avec létrozole, avec tamoxifène, et ensuite Présage 2 qui a été retoqué, qui n'a pas été accepté. C'était avec létrozole versus tamoxifène. Voilà, donc moi, l'entretien avec cette patiente, effectivement, cette patiente savait qu'elle ne pouvait pas apporter un enfant, en fait. Donc, elle est venue pour connaître les possibilités qu'elle avait de grossesse pour autrui, de GPA, avec la nouvelle loi bioéthique, et éventuellement d'adoption. Ça a été les deux questions que nous avons abordées durant l'entretien. Elle avait bien conscience que le Talzena aussi lui interdisait la grossesse pour elle en même temps. Elle se disait que c'était pas possible. Je lui ai dit que pour le moment, la littérature, j'avais rien sur ces chimios ciblés ou immunothérapie ciblée d'ailleurs, parce que le Talzena, j'ai cru comprendre que c'était plutôt une immunothérapie. Maintenant, dire à une patiente que parce qu'elle elle est dans cet état-là, elle ne peut pas avoir d'enfant, c'est quand même très très compliqué pour tout le monde, pour l'oncologue comme pour moi finalement. Merci. Je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Donc, pour la petite histoire, le couple s'est orienté vers l'adoption et je pense que les services de l'adoption vont retoquer la demande en fait. Hein. J'ai bien peur. Voilà. Merci beaucoup. Je laisse la parole. On va donc accueillir Eliane Marx, qui est psycho-oncologue et sexologue à Strasbourg Oncologie Libérale et en cabinet libéral. On vous laisse. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et merci de m'accueillir à vos côtés pour aborder la question du suivi psycho-oncologique dans des situations où il y a des questionnements qui se posent par rapport à la fertilité dans un climat qui est souvent dramatique pour les patients qu'on rencontre, puisque dès l'annonce, les repères vont être extrêmement bousculés. Alors, l'intérêt de ce suivi psycho-oncologique, c'est de pouvoir proposer une réduction des effets émotionnels difficiles dans la qualité de vie et de la personne et de son entourage et aussi de son couple, de réduire les séquelles psychologiques et puis de permettre dans un parcours de soins d'assurer un accompagnement, une écoute dès l'annonce du cancer, durant le parcours du cancer, mais aussi après la fin des traitements. Et donc, la question de l'oncosexologie et de l'oncofertilité est complètement intégrée aux soins de support et ça, les différents plans cancer l'ont bien mis en avant. Donc, maintenant, c'est quelque chose qui est fait de façon beaucoup plus régulière et qui est proposée à tous ceux qui ont besoin de cet accompagnement. Alors, ce qui est important, et je pense que vous l'avez déjà dit, mais c'est de permettre un accès à l'information pour tout patient, quel que soit son sexe, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation familiale, que ce soit une personne qui soit célibataire, en couple, ou même qui n'ait pas de désir d'enfant. C'est important de lui donner toutes les informations. Et puis aussi, ce qui peut être difficile, et un obstacle à la communication quand on a du mal à aborder ces questions-là, quel que soit le pronostic vital et le handicap éventuel. Et puis aussi de proposer d'en parler pour les professionnels avant tout traitement potentiellement stérilisant ou mutalogène. Alors,
la question de la sexualité, de la fertilité et du cancer, ce sont des thématiques qui sont de plus en plus présentes dans les publications parce qu'il y a des enjeux de qualité de vie et que toutes les atteintes liées au cancer, les atteintes corporelles ou les difficultés, les effets secondaires des traitements vont avoir une atteinte d'un point de vue émotionnel et psychique. Alors, du coup, et c'est ce qui fait que certaines personnes vont être orientées vers ma consultation, toute l'organisation psychosexuelle va être touchée du fait qu'il y ait une atteinte corporelle et psychique massive. Et ça à des degrés divers, quelle que soit la personne. Et puis, dans un parcours psychique qui n'est pas stéréotypé parce que chaque personne va avoir une façon différente de réagir aux difficultés qu'elle va ressentir. D'où l'importance aussi de pouvoir évaluer et gérer les effets psychiques pour les patients qui, d'une certaine façon, éprouvent assez fréquemment des difficultés à parler spontanément de leurs difficultés, alors qu'ils souhaitent beaucoup d'informations. Donc, ils ont d'une part besoin d'être informés et d'autre part une difficulté à exprimer leurs demandes parce que c'est dans des périodes où ils sont submergés par ce qui leur arrive et qu'ils ont besoin de pouvoir métaboliser les informations qui vont leur être données. Mais le temps est perturbé et donc le fonctionnement psychique est aussi perturbé. Ça, c'est important de le savoir parce que le temps de l'équipe soignante n'est pas le même que celui que vivent les patients parce que les urgences ne sont pas ressenties, perçues de la même façon. D'où l'importance de pouvoir intégrer et de se mettre au rythme du patient tout en étant parfois dans une urgence à intervenir. Alors, évaluer les difficultés, donner des explications, réévaluer au cours du parcours, se rendre compte aussi qu'après les consultations, les patients vont exprimer dans l'après-coup leur inquiétude liée aux effets secondaires des traitements sur la sexualité, sur la fertilité, et que c'est important d'avoir des relais d'écoute qui soient assurés auprès de ces patients de façon à ce qu'ils puissent exprimer leurs demandes, leurs plaintes, leurs difficultés. Alors, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir entendre, lorsque cela est le cas, les difficultés qui concernent les fausses croyances, les fausses représentations, et puis de faire la part des choses avec des dysfonctionnements qui étaient préexistants à l'annonce du cancer. Donc, vous voyez qu'il y a déjà énormément de choses parce qu'à l'annonce du cancer, peuvent se mettre en place des réactions anxio-dépressives nouvelles ou des réactions anxio-dépressives qui préexistaient à l'annonce du cancer. Il va y avoir un impact évident sur les relations psychosociales, des perturbations de la vie intime et sexuelle, des troubles de l'identité et de l'estime de soi et évidemment un questionnement qui concerne la fertilité chez les femmes et chez les hommes. Et là, on s'occupe principalement de femmes qui sont touchées par un cancer du sein, des femmes qui avaient un projet de grossesse, soit parce qu'elles n'avaient pas encore d'enfants, soit parce qu'elles avaient envie d'avoir d'autres enfants. Et donc, tout cela va être remis en cause. Donc, on se retrouve dans des profils psychologiques où il y a quelque chose qui touche au fonctionnement de la question de survie. Et donc, il va y avoir, d'un point de vue psychologique, une possibilité d'activité et de vigilance consciente accrue par rapport à la question du cancer, du devenir, de l'avenir. Il peut y avoir aussi, d'un point de vue psychique, un appauvrissement de la capacité à se projeter dans l'avenir, un renforcement des mécanismes de défense, et puis quelque chose qui finalement peut être contraire au fonctionnement pulsionnel du désir, de la capacité à se projeter dans l'avenir, un frein au plaisir sexuel,
un frein à avoir la possibilité d'aborder la question avec son partenaire. Et du coup, et c'est là où ma casquette de psychologue rentre en ligne de compte, tenir compte que beaucoup d'angoisse, de dépression, de réactions fortes peuvent alors perturber la libido de la personne malade et de ses interactions avec l'autre, avec le partenaire dans le couple. Donc, voilà pourquoi il est important de pouvoir être attentif à ces difficultés qui vont s'exprimer. Alors, ce qui est important aussi, c'est que il peut être nécessaire, lorsqu'il y a cette demande, de soutenir le sentiment de continuité dans la capacité du sujet à se sentir vivant et donc de pouvoir donner des réponses à la question qui se pose de sa propre place dans la famille, dans la société et la sexualité. Et voilà pourquoi ma casquette de sexologue rentre aussi en ligne de compte, devient une double issue pour les patients que je rencontre en consultation. D'une part, de pouvoir continuer à être dans la possibilité de jouir de son corps, même malade, et puis de pouvoir échapper à la menace de la mort et de pouvoir la conjurer en essayant de se projeter dans la capacité justement de rester parent ou de le devenir. Donc le projet de parentalité est vraiment essentiel parce que il va permettre à ces patientes que nous rencontrons de se projeter dans l'avenir. Donc on se rend compte qu'il y a des enjeux psychiques et fantasmatiques extrêmement importants. C'est que la fertilité est associée au prix de la guérison et l'impossibilité à pouvoir devenir parent va mettre en lumière des fantasmes d'incomplétude et de blessures narcissiques qui peuvent symboliser de nombreuses pertes ou en réveiller d'autres. Donc à accrocher avec l'histoire de chaque personne, et chaque personne est différente. Donc, la préservation de la fertilité, c'est un sujet qui peut faire conflit dans le fonctionnement de la maladie mortelle et qui porte d'entrée, et qui est une porte d'entrée d'emblée de l'inscription de chaque personne dans la question de la filiation. Donc, pour terminer, quelles sont les prises en charge qui peuvent être proposées? Ça peut être des prises en charge oncologiques, psycho-oncologiques, sexologiques. Et dans la plupart des cas, ce qui est important, c'est de permettre de préserver une communication de qualité avec des personnes qui sont en difficulté d'exprimer justement leurs demandes, leurs difficultés. Le travail, il demeure important parce qu'on travaille en équipe et donc la question de la pluridisciplinarité est essentielle avec des professionnels qui sont formés à l'écoute, à la capacité d'entendre, de se poser, de prendre du temps. La question du temps est très, très importante. De pouvoir réduire le sentiment de solitude et d'isolement des personnes que nous rencontrons, de découragement aussi et du sentiment de se sentir différent parce que touché par le cancer. L'importance de pouvoir traiter les troubles anxieux, dépressifs, leurs causes, et puis aussi de permettre de réduire le renforcement de l'évitement des relations et de la communication avec, dans son couple et aussi avec les professionnels. Et je dirais pour terminer aussi que c'est important que vous, les professionnels, vous puissiez faire appel aux référentiels qui existent, et notamment les référentiels qui ont été produits par l'AFSOS, aussi bien sur les questions de sexualité, mais de fertilité, et qui sont d'excellentes bases et des points de repère sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir être à même d'apporter des réponses aux patients que vous rencontrez. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Eliane, pour ce topo, court en plus, comme difficile de faire souvent aussi court, pour parler de la psychologie. Moi, j'avais plusieurs jours. Ouais. J'ai essayé d'être synthétique pour qu'on puisse avoir un débat et que ça me semble aussi très intéressant de pouvoir échanger.
Moi, je suis souvent effectivement interloqué par le fait que les patientes sont figées, sont assez. Alors, elles vivent très bien l'entretien au sens, on a un retour après de l'oncologue qui nous dit ah finalement elle était ravie d'être là et d'avoir pu s'entretenir de cette préservation parce que pour elle c'était vraiment quelque chose qui était s'inscrivait dans un côté positif dans la vie, dans un élan vital. Mais sur le moment, devant nous, on a des personnes plus figées, un peu tétanisées, je dirais. Et tu as évoqué la notion de temps qui n'est pas la même. Et c'est vrai que nous, on prévoit des consultations de 20 minutes ou une demi-heure. Comment on peut faire? Est-ce que tu peux nous donner un conseil à part faire plus long, mais Alors, nous les autres professionnels, on sait à quel point le temps n'est pas le même. On conseille, et c'est quelque chose que vous pouvez aussi peut-être préparer, c'est de réfléchir à la consultation et de mettre sur papier toutes les questions qui se posent dès le départ, dès l'annonce. Et de les avoir sur papier parce que, effectivement, ce que tu dis, ce côté figé, est lié aussi à la difficulté d'intégrer. Quand il y a une perturbation psychologique, il y a souvent une difficulté à mettre de l'ordre dans ses pensées. Hein. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle c'est important que, en tant que médecin, par exemple, tu puisses dire aux patients que tu as en face de toi, est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être repris? Est-ce que vous voulez… Alors, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps comme tous les autres, mais est-ce qu'il y aurait un temps, après cette consultation, Souvent, c'est l'accompagnant. Souvent, elles viennent avec leur maman ou avec leur conjoint. Et la maman peut avoir des questions en plus. Oui, mais c'est pas forcément la question de la personne. Tout à fait. Et dans ce genre de consultation, ce sont des patients qui ont déjà reçu des informations qui ont un impact en termes de représentation très fort. Et ces consultations font que c'est souvent le début et la fin de la consultation qui vont être retenus, avec une difficulté à se souvenir de ce qui se sera passé entre les deux et une capacité à filtrer et à retenir le plus difficile. Donc, il faut savoir que cette communication-là, elle est importante, mais si on demandait à la personne de restituer ce qu'elle a retenu, la patiente, on se rendrait compte que c'est difficile. Et voilà pourquoi le rôle de l'accompagnement, de l'accompagnant est important, en sachant que ça peut être aussi compliqué parce que l'accompagnant, il est concerné par la consultation et qu'il a ses propres questions et que d'un point de vue émotionnel, cette communication peut aussi être perturbée. Donc, est-ce que l'accompagnant pose ses propres questions en tant que partenaire, en tant que maman, et donc il y a aussi l'émotion qui se met en place, ou est-ce qu'elle pose les questions et transmet les questions de ta patiente et qui sont réellement conformes à ce qu'aimerait entendre la patiente. Donc tu vois que c'est, en termes de communication, ça peut être compliqué. Moi, je dirais que préparer pour la patiente ces questions, ça demeure important. Et puis de réserver peut-être un temps d'échange soit par mail, soit par téléphone, soit au cours d'une autre consultation, aussi que puisse elle être, mais qui permettent aussi dans l'après-coup de pouvoir, d'avoir permis à cette patiente de digérer, de métaboliser ce qui a déjà été dit, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir que le temps n'est pas le même. Le temps d'intégration demeure vraiment différent et pas forcément superposable à l'urgence à faire, à traiter, etc.
Oui, Madame Marx, je vous remercie pour votre intervention. Je voudrais revenir avec vous sur le temps pour métaboliser, entre guillemets. C'est vrai que le traumatisme créé par l'annonce de la pathologie elle-même, on a l'impression évidemment que ça freine, que ça abolit l'élaboration vers l'avenir, le futur. C'est comme si un petit peu ces patientes avaient besoin d'un temps pour intégrer l'annonce de la pathologie, mais qu'il en faudrait un autre, peut-être dans un autre lieu, pour se tourner vers les possibilités de préservation de fertilité. Tout les submerge, elles se sentent, comme vous dites, vraiment perdues. Oui. C'est une remarque, mais je suis certaine que vous partagez ce point de vue. Ah, mais complètement, les repères sautent et je dirais qu'en réponse à cela, de façon à pouvoir répondre et se remettre dans quelque chose qui serait homogène, c'est le travail d'équipe, justement. C'est cette pluridisciplinarité qui est affichée et qui permet justement d'avoir un passage de l'information entre les professionnels, entre eux, même s'ils ne sont pas ensemble pour accueillir la patiente. Mais c'est vrai que ce temps-là, il demeure important parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'être pris de court et de devoir avoir à prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. Et cette situation psychologique peut amener à des blocages et à cette incapacité à réfléchir. Mais oui, je partage absolument votre remarque. Merci. Voilà. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie tous d'avoir participé à ce deuxième webinaire donc, sur cancer et fertilité. Webinaires qui seront disponibles en replay sur les réseaux du site Néon et que je vous diffuserai plus spécifiquement aux intervenants. Merci à tous en tout cas pour aujourd'hui et puis j'espère qu'on pourra renouveler l'expérience sur une autre thématique peut-être que le sein prochainement. Voilà, merci à tous. Bon après-midi sous le soleil a priori pour tout le monde. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.